Salut amis du monde entier, bienvenue à l'émission Pêle-mêle. Encore une fois, vous allez nous retrouver sur notre plateau pour vous parler de ce qu'on sait faire à Pêle-mêle et vous faire rire, vous faire réfléchir et voilà, ensemble, suivez-nous dans notre monde. À tout à l'heure. Bonsoir. J'espère que vous avez bien passé la journée et nous ici ça va très bien. Alors nous allons tout de suite commencer avec Madame Carole Guy Kouyaté, la co-présentatrice. Et puis on a Madame Safiatou Ba avec nous aujourd'hui encore que nous avons séquestrée après sa première émission. Alors mesdames, comment ça a été votre week-end? Super. Oui, mon week-end aussi a été super, mais en femme africaine, j'ai fait la cuisine, je suis à la cuisine du matin jusqu'au soir pour nourrir ma famille. C'est un plaisir pour moi. Et aussi, il ne faut pas oublier le travail aussi, parce qu'on est confiné, on travaille à la maison. Oui, mais le week-end, je me consacre à ma famille. Voilà, Oui. Absolument. Le week-end, c'est pour la famille. Ouais. Alors aujourd'hui, chers internautes, nous allons parler des enfants. Les enfants à la maison qui ont toute la facilité en grandissant et quand ils se retrouvent seuls, on ne sait pas après ce qu'ils font. Alors nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer avec, moi je dirais que les enfants ici, où je vis aux États-Unis, les enfants sont un peu comme des militaires. À 12 ans déjà, tu les vois travailler dans des McDonald's, pour pouvoir s'occuper parce que les parents sont au travail, tout le monde se bat comme il peut. Et en Afrique, c'est différent parce que là-bas, ils ont des bonnes, je dirais des nounous, des cousines, des tatas, tout le monde est là pour les couver à tel point que, à un certain moment, on se demande bien si un jour ils pourront se débrouiller eux-mêmes. Alors, je vais tout de suite poser la question à Madame Safiatou Ba pour nous parler un peu de... Badiko. Madame Safiatou Ba Diko. Voilà. N'oublie pas le nom de mon mari. Elle insiste, on n'oublie pas le nom du mari. C'est ça. Tout à fait. Oui. Ok, moi, tu sais, Pépita, ce thème me tient particulièrement à cœur parce que je suis un exemple contraint. Quand j'étais à Bamako, par exemple, nous étions une quinzaine à la maison. Donc mes enfants étaient des enfants assistés, si je peux m'exprimer ainsi. Ils avaient des bonnes à la maison, ils savaient même pas, même pour classer leurs chaussettes, leurs ceintures, il fallait appeler la bonne. Vous voyez, donc la tante était là, ma nièce était là, donc je profite du micro pour les remercier, pour les faire un coucou. Sissé Diallo et Ami, ma belle-sœur, Béa Diallo, Baya Diko. Donc voilà des enfants assistés. On revient maintenant aux États-Unis en 2013 et moi, je perds patience. Mais à qui la faute? C'est d'abord moi, parce que je ne les ai pas élevés à Bamako à se prendre en charge eux-mêmes, à travailler eux-mêmes. Et pas on vient aux États-Unis, je veux qu'ils soient comme les enfants américains, à se débrouiller, à laver les toilettes, à faire leur chambre. Ce n'était pas facile. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire des enfants assistés, qui sachent se débrouiller. Voilà. Un jour, j'étais là à la maison, au bureau, très très occupé, et Dieu seul sait, ma journée commence de 7h, des fois jusqu'à 19h, 20h. Mon fils qui est au lycée, il m'appelle parce qu'il veut faire le football, mais l'une des conditions pour adhérer à l'équipe de son université, c'était de faire un test médical. Moi, il m'appelle, moi je suis à l'autre bout de la ville, lui il est à l'autre bout, il est au lycée. Il m'appelle maintenant, maman, est-ce que tu peux venir me chercher pour que j'aille faire mon test? J'ai dit à moi. Donc tu veux que moi je quitte mon travail, que je prenne le métro, que je prenne le bus, aller te chercher à l'école, te prendre, t'amener à l'hôpital, faire ton test, venir te déposer, puis retourner à l'école. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de me demander? Il a oublié la distance. Tu as 16 ans, tu te débrouilles si tu veux jouer au football, tu te débrouilles, c'est ta vie. Moi, ce n'est pas mon problème, débrouille-toi. Et à ma grande surprise, j'ai raccroché le téléphone, j'avais une collègue qui était là qui me dit, ah non, ça fait tu es trop dur avec lui. J'ai dit non, il n'a qu'à se débrouiller. Il a 16 ans, il doit se débrouiller. On est aux États-Unis. Voilà. Donc, 30 minutes après, il m'envoie la photo de sa fiche médicale. Voilà, maman, c'est fait. Donc, voilà. Donc, vous voyez,
C'est pour te dire pour vous dire que les enfants, il faut leur donner en plus. Voilà, c'est des fins psychologues, c'est des grands manipulateurs. Oui. Ce jour-là, si moi j'avais laissé mon travail, tu as vu qu'il a pu se débrouiller tout seul. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que je voulais donner. À Bamako ici également et aussi. C'est pas aussi parce que vous lui avez fait confiance, que tu lui as fait confiance, parce qu'il y a des mamans, comme c'est les États-Unis, qui sont quand même un peu disons, réticentes, parce que, bon, les rumeurs, quand on entend, mais seulement, vous avez été, disons que tu as été courageuse en lui donnant le feu vert d'aller se débrouiller lui-même. Non, parce que venir ici, ça a été un déclic pour moi. À Bamako, ils avaient tout gratuitement. On lavait leur linge. On les amenait à l'école, on déposait à l'école. Même arranger leur chambre, leur armoire, c'est la domestique qui faisait. Pourquoi? Non. Parce que ça, ce n'est pas leur faire cadeau. Parce qu'ils vont avoir une autre vie. On ne sait jamais où est-ce que ton enfant va se trouver un jour. Il va aller au collège dans un autre pays. Et là, il est perdu. Sa vie, il est perdu. Alors que ça s'apprend dès le bas âge. À se prendre en charge, à se débrouiller tout seul. Je vous donne un deuxième exemple. J'avais une amie tchadienne au Mali. Et moi, j'étais au bureau, je m'occupais de la formation des adolescents, des enfants du staff, pour les sensibiliser sur le VIH-Sida. Voilà, donc, c'était une grande conférence, c'est des enfants de 13 ans à 18 ans. Donc moi, j'avais avec des garçons, mais mon fils a invité tous ses amis du quartier. Et là, il m'appelle maintenant pour me demander comment ils vont venir, est-ce qu'il doit prendre un taxi ou bien comment ils vont venir. J'ai répondu, j'ai dit, il faut ramper pour venir. Ce n'est pas mon problème. Vous êtes la classe, l'âge comment on peut dire, la couche la plus vulnérable, vu votre âge. Si vous ne voulez pas venir prendre cette formation, ça n'engage que vous. Donc ma copine qui était arrêtée derrière moi, qui n'était pas contente, qui me dit, ah, comment ça, c'est des enfants, il faut les renvoyer un véhicule. J'ai dit non, ils n'ont pas se débrouiller. Elle était fâchée. Parce que tout ça, c'est parce qu'on veut montrer à l'enfant qu'il est encore petit. Il est encore... Non, il faut qu'on les laisse se débrouiller. Parce que la vie, on ne sait jamais. Ça encore, je dirais que, ok, c'est les enfants qui sont dans la ville. Les enfants qui sont en ville. Mais nos enfants qui sont dans les villages ou bien dans des endroits qui n'ont pas les parents qui ont tous ces moyens-là, ils sont des militaires, c'est des bâtons. C'est des enfants qui s'élèvent pour faire tout ce qu'ils doivent faire pour survivre. Et donc, ici, par exemple, on éduque les enfants à avoir la vie communautaire. La vie communautaire, on les envoie partout, ils vont dans les ONG, ils vont travailler. Donc, déjà à bas âge, on leur apprend beaucoup de choses à faire. Alors que, bon, nous, par exemple, on dirait que c'est les enfants du village qui font le social, qui font les services communautaires. Parce qu'on dira qu'un enfant est toujours élevé par un village. Tu comprends? Et quand l'enfant n'est pas chez ses parents, il est en train d'aider, il ou elle est en train d'aider une tante ou un parent. On voit que vraiment c'est chose. Mais maintenant, quand on arrive en ville, c'est une autre vie. À tel point qu'on peut utiliser un autre enfant pour faire l'éducation d'un autre enfant. C'est-à-dire nos nounous qui travaillent dans les maisons. C'est des enfants qui n'ont pratiquement pas eu de... Il y en a qui n'ont pas encore grandi, mais qui doivent s'occuper des enfants. Et ce que tu dis, c'est bien vrai. Il faut aussi leur donner le choix de le faire. Pourquoi j'ai ajouté le truc communautaire? On a des villages. Les parents ont grandi dans les villages, mais ils refusent d'envoyer les enfants dans les villages. Dans les villages également, même là aussi, c'est très important ce que tu dis, Pépita, parce que même dans la grande ville, vous voyez maintenant que nous, je peux dire que nous, les parents, on a démissionné. Est-ce que c'est une démission? Est-ce qu'on a montré à nos enfants qu'on les aime plus que nous? Parce qu'avant, l'enfant de Pépita était mon enfant, l'enfant de Carole était mon enfant. Je le vois faire une bêtise en ville, je le corrige. Et je n'ai pas de compte à rendre à la maman, à Pépita ou à Carole, parce que vous savez pertinemment que c'est pour le corriger. Mais maintenant, touche à un cheveu d'un enfant, tu verras que ça va être tout un problème. Donc c'est là où le bas blesse. Il faut, moi, je peux éduquer ton enfant, tu peux éduquer mon enfant sans que je ne te demande quoi que ce soit. Parce que c'est la parole d'un adulte contre la parole d'un enfant. Mais maintenant, tout ça a changé. Nous sommes dans un monde, toutes ces valeurs-là, on est en train de les perdre. Et ce n'est pas bien. Tu vois, donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter pour te dire que tu avais raison par rapport à ceux qui quittent le village et ceux qui viennent dans la grande ville. Mais voilà.
Donc, je ne sais pas, Carole, qu'est-ce que tu en penses? Toi, Aujourd'hui, tu as été une fille chouchoutée? Aujourd'hui, je suis juste en train d'apprendre. Moi, je suis une fille, j'ai été une fille chouchoutée, j'étais vraiment une princesse. Hein. J'ai perdu ma maman quand j'avais 1 an. Donc, on m'a amené chez sa grande sœur dans un village à 120 km de Bamako. Et là, j'étais une princesse. Parce qu'en Afrique, au Mali particulièrement, quand un enfant perd sa maman ou ses parents, un orphelin. On le traite comme un orphelin, on le garde trop. Et ce n'est pas bon. Pour la petite histoire, c'est quand même moi, même quand les grandes personnes, comment on appelle, me touchaient, j'avais tendance également à répliquer. Voilà, c'est quand ma soeur qui m'a arrivé, qui est allée me trouver à Kolokani, la village s'appelle Kolokani. Ah, cette fille-là, elle est gâtée, pourrie. Ok, on va voir ce qui va se passer. Elle m'a ramené à Bamako avec elle. Et puis tu n'as pas la seule à perdre ta maman, moi aussi j'ai perdu ma maman. Donc tu vas aller sur les rails comme on dit chez nous. Voilà, c'est comme ça que tu dois. Donc mais quand je venais ici aux États-Unis, elle a envoyé une lettre à mon bureau. C'est là en ce moment que j'ai compris, quand elle me corrigeait, elle partait dans la chambre pleurer et s'essuyer les yeux. Parce qu'elle dit qu'il faut que celle-là, elle soit quelqu'un de bien dans la vie. On ne peut pas continuer à la traiter comme une princesse là-bas. Non. Il faut qu'on fasse d'elle une femme. En fait, elle t'a donné une éducation, voilà, à te battre seule. À me battre seule. Voilà, me battre seule. À ne pas envier les autres. Par exemple, si je vois une amie dehors, je vois que Pépite à toi, tu as une jolie robe, je veux avoir la même chose. Non. Tu me vaux tout l'or du monde, mais tu te contentes de ce que moi je te donne. Tu vois? Il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses dans l'éducation. Comme tu dis ça, c'est comme, je vais jump sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. C'est comme à Abidjan, par exemple, quand je vois, ou en Afrique, je vois que les présidents voyagent, ils vont et on prend des petites filles pour venir les accueillir avec des bouquets. Alors je me demande, mais pourquoi cela? Si le président ou le ministre ou le directeur général n'est pas encore arrivé, toute la journée, la petite n'est pas à l'école parce qu'on ne prend jamais les petits garçons, c'est toujours les petites filles. Et on les laisse ça toute la journée, attendre sous le soleil pour donner le bouquet de fleurs. Je trouve ça quand même un peu... J'ai discuté avec une jeune fille qui m'a dit non, parce que elle a fait ça toute sa vie. J'ai dit non, en grandissant, la fille devient maintenant quelqu'un qui se dit tous les jours moi je suis plus belle, je suis cela, et les hommes te font comment on appelle ça, viennent te faire la cour, tu ne peux pas dire non, parce que souvent, bon, c'est inconsciemment, mais c'est dans la conscience des enfants, ça reste en grandissant. Et ça devient quelque chose d'habituel. Maintenant, ils se disent tous les jours, quand je m'en vais ici, il faut que je rencontre telle personne. Voilà. Peut-être je pense qu'il faut qu'on arrête ça un peu. Moi, je pense encore revenir sur ce que tu avais dit par rapport aux enfants du village. Parce qu'il faut que nos enfants, dans les grandes villes, il faut qu'ils sachent que ce sont des enfants privilégiés. Maintenant, quoi, les enfants sont des enfants privilégiés. Ils ont tout gratuitement. On leur donne à manger, on les dépose à l'école. Nous, c'était pas le cas. Nous, on marchait pour aller à l'école. Je me rappelle, mon mari a l'habitude de me raconter qu'il faisait 7 km par jour pour aller à l'école. Ça, c'est le rural. Ça, c'est voilà. Et maintenant, nos enfants qui sont des enfants privilégiés, et comparés à ceux du village, ce n'est pas la même chose. Tu verras que cet enfant du village est beaucoup plus mûr parce qu'il a été formé dès le bas âge à se prendre en charge. Par exemple, donnons un exemple concret. Pendant l'hivernage, ils vont au champ, ils aident les aînés à labourer le champ, ils apportent à manger. Donc on les forme déjà, ou bien on les voit nettoyer l'enclos, tu vois, s'occuper du bétail. Tout ça, ça rentre dans la formation des petits garçons. Et les petites filles, déjà, elles sont dans la cuisine à aider leur maman, à aider leur grande sœur. Voilà. Alors que chez nous, maintenant, les filles passent à aller en boîte de nuit, à avoir les meilleurs fringues du monde. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, ça, là, ce que je voulais revenir là-dessus, sur ce que tu avais dit par rapport au village. Voilà. La vie moderne. La vie moderne, voilà, oui. Moi, je dirais aussi que, tu sais, grandissant aussi, quand on partait passer les vacances au village, on était bien content parce que, bon, on suivait les grands-parents, on allait au champ, on marchait. Et moi, je me rappelle même que quand je venais à Abidjan,
au village, j'avais mes chaussures, j'avais tout. Mais pour ressembler aux autres enfants du village, j'enlevais tout pour leur ressembler. Et quand ma mère me disait, porte tes chaussures, tu es toujours en train de marcher, je dis non. Personne ne saura parce que nous tous, nous avons les pieds nus. Tu vois, elle s'est assise, elle m'a regardé. Elle a un peu rigolé parce que elle ne s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Mais c'est tellement intéressant que si les parents prennent l'engagement d'envoyer leurs enfants au village, ils verront la mentalité que ces enfants-là auront plus tard dans leur acheminement. Et moi, je me rappelle que ma fille, elle est partie en vacances une fois à Abidjan. Et quand elle est revenue des vacances, elle a fait un papier à l'école. Elle leur a dit à ses camarades que vous ne savez pas quelle chance vous avez aux États-Unis. Vous ne savez pas quelle chance vous avez. Il y a des enfants qui n'ont même pas à manger, qui n'ont pas le privilège que vous avez, qui n'ont même pas 3 nourritures à faire, qui n'ont même pas 2 nourritures, qui s'élèvent et qui ne savent pas. Je suis partie en Afrique, j'ai vu, et elle a éclaté en sanglots. Et ça, vraiment, même ses maîtresses, tout le monde était chaud. Pour un enfant qui est né ici, qui va en vacances en Afrique et qui revient avec ses idées, mais elle a décidé que c'est en Afrique qu'elle veut partir, parce que bon, elle ne pourra pas aider tout le monde, mais bon, c'est qu'elle veut faire. C'est déjà que les parents africains, il faut leur dire aussi de commencer à apprendre le service communautaire à nos enfants. C'est vrai que quand ils arrivent ici, ça devient vraiment, c'est une cassure, quoi, une autre réalité de la vie. Une autre réalité de la vie. Non seulement le climat, l'hiver, il faut se réveiller tôt. Ceux qui étaient pris par les chauffeurs pour aller au travail ne sont plus dans les choses. Il faut être à l'heure au bus. Et puis, il y a la barrière de langue. Pour ceux qui sont francophones qui arrivent ici. Bon, vraiment, c'est tellement intéressant que ces parents qui nous écouteront, voilà, si vous pouvez vraiment, comment on appelle ça, essayer d'inculquer cette vie communautaire-là aux enfants. S'ils s'en vont dans les champs, qu'ils soulèvent les machettes, ah oui, ça leur donnera peut-être une ouverture de devenir un grand agriculteur un jour, ou bien un philanthrope, ou bien... voilà. Et Carole, je pense que tu as une ONG qui s'occupe aussi des enfants ou de quoi? L'idée de l'ONG que tu as créée, c'est pourquoi? Wow. On s'occupe de beaucoup de choses. Avec les enfants. Normalement, l'ONG, c'était pour les personnes dans les rues, les personnes, les malades mentaux. Et puis après, je crois en 2018, quand j'étais à Abidjan, on a visité quelques écoles, quelques EPP, où on a acheté des pots de peinture. On a essayé de repeindre l'école, repeindre l'intérieur de l'école et puis repeindre les tableaux. On a trouvé, enfin moi spécialement, j'ai trouvé que c'est vraiment méchant. Méchant, pas, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, mais méchant que ces EPP-là qui ont vu tout le monde grandir, ne soit pas en 2018, et le coût même ne nous a rien coûté. On n'avait même pas besoin d'aller taper à des portes. On a eu à prendre un peu d'argent dans nos propres poches, demander à quelques personnes des pots de peinture, et puis on a mis quelques peintures dans le truc. Vraiment des trucs simples, les enfants étaient contents. Voilà. C'est quelque chose que je referai. Voilà. Mais mon ONG est vraiment vaste, quoi. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les années passent, ça change. Bien sûr, quand le besoin, voilà. C'est ça aussi, je disais tout à l'heure, j'ai dit que le service communautaire est très important. Super. Parce que même les instituteurs, les directeurs qui retournent dans ces écoles à chaque entrée
et qui ne prennent pas le temps de repeindre. Tout ça, ça peut se faire avec les étudiants, avec les élèves. On fait une levée de fonds, on achète les pots de peinture et on peint les murs. J'ai même ça sur mon Facebook et ma page de l'ONG La Main Tendue, où nous avons fait une sortie à Boboga. Quand nous sommes allés, vraiment les écoles étaient... Vraiment, tout le monde s'était indigné quand ils ont vu les photos. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur une école au Japon. Au Japon, vous savez qu'entretenir l'école, ça fait partie du programme scolaire, du curriculum. Oui. À la fin de la journée, tous les élèves sont là, vous nettoyez les toilettes, vous nettoyez les salles de classe, voilà les tables bancs, tout est rangé, après vous partez à la maison. Ça fait partie du programme. C'est comme vous faites histoire, vous faites géographie, vous faites physique, chimie. Ça fait partie. Alors que même nous, c'est quand on était à l'école fondamentale par exemple, pendant la saison, à la rentrée, une semaine avant de commencer les cours, on était là à nettoyer les classes, à laver. Vous voyez, comme la rentrée c'est juste après la saison des pluies, à désherber la cour, tout ça là, ça fait partie de notre vie. Mais maintenant, les enfants ne connaissent même pas tout ça là. Oui. Non, tout est donné. Mais nous, en grandissant, on a fait ça. On a fait ça, oui, maintenant, on balayait la classe. Oui, mais ce programme au Japon, ça n'a rien de sorcier. Il faut juste mettre dans le programme, c'est tout. Voilà, mais non. Tu vas demander à un enfant africain, maintenant malien, est-ce que tu peux nettoyer les toilettes? Moi, nettoyer les toilettes. Jamais. Mais lui, l'équipe ne peut pas nettoyer les toilettes. La personne qui est payée pour le faire, le gardien, en quoi lui, il est valable plus que ce dernier? Non. Oui, non. Non, mais c'est crucial. Oui, c'est vraiment crucial. C'est crucial. J'ai appris beaucoup de vous deux. Je suppose que vous êtes... Parce que vous avez des enfants. Et puis, votre expérience en grandissant. C'est le petit truc que je peux apporter, c'est ma petite expérience ici aux États-Unis. C'est de voir que ces personnes-là qui sont nantis obligent leurs enfants à adhérer à des services communautaires. C'est-à-dire, c'est une culture, c'est une mentalité. Ça commence depuis déjà la maison. La maison, oui. L'enfant de 2 ans, 3 ans finit de manger, il prend son assiette, il va laver. C'est une mentalité. Et ça, c'est un truc qu'on doit imposer à nos enfants. La richesse ne nous donne en rien l'occasion de pourrir nos enfants à un certain point où, quand ils voyagent, ils vont faire leurs études en Europe, on est obligé de les suivre là-bas pour voir s'ils ont lavé leurs habits, s'ils ont mangé. C'est terrible. C'est des enfants, c'est terrible. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et effectivement, Pépita, tu avais raison, avant, effectivement, à l'école, on nous apprenait à balayer. Sinon, on balayait les cours. Et au jour d'aujourd'hui, les jeunes mamans, là, en Afrique, c'est vrai, vous voulez donner ce que vous n'avez pas eu, peut-être, à vos enfants. Mais cela fait beaucoup de mal. Ça leur fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. On a des enfants en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu un post sur First Magazine une fois où les jeunes gens se plaignaient que les jeunes filles d'aujourd'hui ne savent pas préparer. Tout ça, ça fait partie de ça. C'est grave. C'est extrêmement grave. C'est vrai parce que on ne se rend pas compte, mais c'est grave. À l'école primaire, on faisait les cours de couture. Oui, mais bien sûr, exactement. À l'époque, il y a une certaine génération, nous sommes polyvalentes, nous savons tout faire. On nous jette en Chine, on va se débrouiller. On nous jette ici, on va se débrouiller. On se marie à 18 ans, on va rester marié jusqu'à 50 ans. Parce qu'on nous a appris depuis l'enfance. Mais les jeunes femmes d'aujourd'hui, avec les jeunes petites filles qui sont nées, aujourd'hui, on a tellement pourri nos enfants. Ils peuvent rien faire de l'air du doigt. C'est grave. Vraiment, si on peut essayer de revenir, d'essayer de changer un peu la donne. Il y a certains enfants qui ont subi ça, malheureusement pour eux, mais au fur et à mesure qu'on avance, on parle à nos sœurs qui sont ici, à nos sœurs qui sont en Afrique. Si vous pouvez vraiment essayer de changer un peu. D'éduquer un peu. Éduquer un peu plus. Essayer de serrer un peu. Quand j'ai vu Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, qui disait que ses enfants n'auront pas c'est-à-dire ils ne vont pas vivre la richesse que lui il a, je trouvais que c'est extrême. Mais après, quand j'ai réfléchi, je me suis rendu compte qu'il a raison. À quoi ça sert de donner toute cette richesse à un enfant de 2-3 ans si cet enfant doit perdre son âme? Il faut cultiver l'amour du travail. Exactement. À quoi ça sert d'acheter une chaussure Louis Vuitton d'un enfant de 2 ans
Si cet enfant-là, demain, il ne va rien foutre. Et puis, il va perdre sa vie dans la drogue, dans la prostitution. Parce qu'il y a des enfants... Exactement. Il y a des enfants des riches aussi qui se prostituent. Oui, parce qu'après aussi, les parents travaillent, ils arrivent à la maison, ils n'ont pas le temps de causer avec les enfants parce que l'éducation est donnée à une tierce personne. Donc, tout ce que l'enfant vient demander pour eux, ils doivent donner parce que l'enfant doit, comment on appelle ça, la chose. Ce n'est vraiment pas sorcier. Par exemple, nous, quand on était petite fille, quand la maman était dans la cuisine, on s'approchait d'elle. Quand la maman revenait du marché, elle achetait des petits condiments aussi pour nous. On avait notre petite marmite à côté. On la regardait. Si elle met une tomate, on met une tomate. Si elle met la viande, on met la viande. C'est comme ça que nous, on a pris. Mais et dans le quartier également. On aimait fabriquer les marmites avec les pots de trucs là. De canettes, les canettes. Oui, ou bien dans les petites filles du quartier, on s'est dit que dimanche prochain, on est chez Safi. Dimanche prochain, on est chez Caro. Dimanche prochain, on est chez Pépita. On se met d'accord sur un plat. Même si ce n'était pas bon, mais au moins, l'ambiance qui était tout autour, la camaraderie, tu vois, et puis avoir à préparer, c'était bien. Les garçons, c'était la même chose aussi, tu vois. Tu verras les garçons aller chercher des pigeons, aller faire rôtir ça eux-mêmes. Ça apprend à l'enfant à faire la cuisine. Mais maintenant, comme elle a dit, combien de filles d'aujourd'hui, là, maintenant, savent faire la cuisine? Non. Mais même pour rajouter quelque chose, avant même, je me rappelle que quand on rentrait chez nous, on ne savait même pas qui était la bonne. Qui étaient les enfants de la maison. Tu as bien fait. Ça c'est vrai. On ne savait pas, chez nous, on ne savait pas qui était la bonne. Moi, je me rappelle dans la chambre où je dormais avec la bonne. Ouais, moi aussi. On était deux. Nous, on a toujours dormi avec les bonnes. Je disais toujours que c'était ma chambre. On m'a dit non, c'est votre chambre. On mangeait dans le même plat, avec les bonnes, dans le même plat, dans la même chambre. Voilà. Moi, je me rappelle qu'on a tout de me chicoter parce que je me suis bagarre avec la bonne. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est l'enfant d'autrui. Voilà. Moi, ma grande soeur, ma maman aujourd'hui, qui m'a élevée à la maison là-bas, il n'y a pas de nounou. Tout le monde va à l'école. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été éduquées quand elles étaient chez elles, mais dès qu'elles arrivent à la maison, elle les a inscrites au cours du soir. Après que tout est fini, à 17h, elles vont à l'école. Mais je vous dis, chers internautes, que tous les week-ends, peut-être même à peine si elles ne s'asseyaient pas pour que nous fassions la vaisselle, la cuisine, on est dans la cuisine, on fait tout, on faisait tout. Franchement, c'est pas que nous sommes parfaits, c'est seulement que la vie que nous avons vécue là-bas reste il n'y a pas plus que ça. Tu vois, on ne peut pas avoir plus que ça. Et quand on arrive partout où nous sommes arrivés dans un pays difficile, c'est pas que quand on nous voit assis, on pense que ça a été facile. Non. Ça n'a pas été facile. On a travaillé aussi dans les McDonald's qu'on ne faisait pas chez nous. McDonald's, babysitter, on a tout fait pour avoir de l'argent et payer nos études. Donc si cette vie-là est un peu donnée à nos enfants là-bas, et surtout leur parler quand on arrive, essayer de voir qui ils fréquentent dehors, beaucoup de choses chez nos enfants, au lieu d'attendre plus tard pour découvrir des choses que nous ne voulons pas savoir. Moi, je me rappelle, dans ma famille, pendant les vacances, on libérait les domestiques. À peu près, on était une vingtaine à la maison. On libérait les domestiques, on rentrait dans la cuisine. On faisait le linge, et la vaisselle, comment on appelle, le ménage, tout. Quand on était peut-être 5 filles, toi tu fais 4 jours, moi je fais 4 jours, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a appris à faire tout. Le ménage, on commençait le matin jusqu'au soir. Ça ne nous a pas tués. On est encore là. On est encore là. Parce que là, il faut cultiver l'amour du travail aux enfants. Dès le bas âge. En tout cas, vraiment, chers internautes, c'était un pêle-mêle, comme l'émission s'appelle pêle-mêle, on a tout mis dedans. Vraiment, merci beaucoup de nous suivre, c'est super intéressant. Le sujet a été proposé par notre écrivain, Madame Diko. Voilà, elle précise, hein. C'est la deuxième fois aujourd'hui qu'elle précise, Madame Diko. Voilà, donc c'est le Monsieur Diko, ne vous fâchez pas. C'est un sujet très, 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 très important. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Je voulais juste apporter un petit truc avant que la présentatrice finisse. Je voulais juste dire, nos enfants sont la prunelle de nos yeux. Moi, je pense que ce serait super intéressant
de serrer les boulons sur les enfants que de tout leur donner et après de se retrouver malheureux en regardant des enfants des enfants délabrés demain. La société aujourd'hui enregistre beaucoup de cas de drogue, de prostitution, un déclin incroyable. Qui nous échappe Ok, complètement. les enfants arrêtent d'aller à l'école, beaucoup de choses se passent. Soyez juste un peu vigilants. Ça ne sert à rien de gâter vos enfants. Et puis demain, vous allez couler des larmes. Ouais, c'est vrai. Carole, tu as tout dit. Comme on Alors dit chez Carole, nous. qui n'avait rien à dire sur les enfants, s'est rappelé tantôt qu'elle aussi, elle a été élevée. Et comme Et elle qu'elle dit a là, vu, et il qu'elle faut- a vu des enfants grandir. Et c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, je prends mon pays comme exemple. Quand je vois les grands chanteurs aujourd'hui qui viennent nous dire leur enfance, paix à l'âme de notre DJ Arafat, qui a commencé, qui a une belle vie, qui avait 2 parents musiciens, qui avaient des parents bien posés, mais à un certain moment, il nous a raconté qu'il s'est retrouvé dans la rue, mais à la fin de la journée, sa vie s'est transformée et il est devenu une icône de la Côte d'Ivoire. Chers parents, on en voit beaucoup. Pour ne pas arriver là, prenons tous le temps de parler à nos enfants, de leur parler, de suivre ce qu'ils font, de leur inculquer la vie que nous avons vécue un peu. C'est pas tout de les laisser, comment on appelle ça, de leur donner tout. C'est pas tout de vouloir qu'on dise que bon, c'est l'enfant de temps, donc il ne doit pas manquer. Non, mettez-le un peu dans la peau de ceux qui n'en ont pas. Et vous verrez plus tard comment il réagira par rapport à ça. Alors, on dit toujours, dans toute chose, il faut apprendre à pêcher aux enfants que leur donner le poisson à manger. À tout le monde, dans toutes les professions. Et un proverbe de chez nous qui dit faites pleurer vos enfants avant qu'ils ne vous fassent pleurer. Donc, serrez le cœur, serrez votre cœur quand il s'agit de l'éducation de l'enfant. Merci. Ok. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, cliquez sur le like et puis souscrivez et donnez-nous des suggestions. Comme cela, on pourra discuter de ça avec vous. Pour améliorer. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine pour encore une histoire fascinante. Ciao, ciao.